Bonjour, bienvenue au reportage sur les Amérindiens. Ici Marc Stroll, représentant parlementaire. Bienvenue à TVA. Aujourd'hui, nous faisons un reportage sur les Amérindiens. Donc, moi, Bernard Valcourt, le ministre, et bien sûr Marc Stroll, on accueille le représentant des Inuits, des populations Inuits, le représentant des populations amérindiennes et le représentant du mouvement Idle No More. Qui pourrait d'entre vous m'expliquer un peu la proclamation royale? Moi, je le pourrais. La proclamation royale de 1763 limite les frontières du territoire réservé aux Autochtones qui étaient les terres à l'ouest, qui consistait à ralentir l'expansion débridée des colonies en interdisant le commerce sans l'autorisation du département des Indiens et aussi contrôler les relations des Amérindiens et des colons. La proclamation royale découle évidemment la création des réserves. Donc, qui pourrait d'entre vous m'en parler un peu? Moi, je le pourrais. 50 ans après que les colons se soient installés dans le Haut-Canada, la population amérindienne dans les Grands Lacs était déjà moins nombreuse que celle des colons. Vu la grande hausse de population, ceux-ci avaient besoin de plus en plus de terres pour l'agriculture, ce qui amena la cession de terres à s'accélérer. Les colons ont vu leurs besoins de matière s'accroître, donc ils ont mis une grande pression sur l'administration pour obtenir des terres appartenant aux Premières Nations. Ces peuples sont donc devenus un obstacle à la croissance et à la prospérité de la colonie. Les Autochtones étaient désormais considérés comme des personnes à charge. L'État cédait de plus en plus de terres aux colonies, donc les Autochtones, qui étaient maintenant dépossédés, ont dû vivre dans les réserves. Dorénavant, quand les colonies traitaient avec les Premières Nations, ceux-ci obtenaient des réserves et conservaient leurs droits de chasse et de pêche en échange de leurs terres cédées. Je demanderai maintenant aux représentants des populations amérindiennes de nous expliquer brièvement la loi sur les... À partir de 1820, les administrateurs britanniques entreprennent des tentatives pour cultiver les Autochtones dans le but de les assimiler dans leur société agraire et chrétienne. Plusieurs tentatives comme donner aux Premières Nations des formations d'agriculture, d'adoption, du christianisme et abandon de chasse et pêche comme moyen de subsistance ont été des échecs. En 1839, il y a la loi sur la protection des terres de la couronne, puis en 1854, une autre pour protéger les intérêts des Premières Nations, et enfin, en 1860, celle sur la gestion des terres et propriétés indiennes qui change les relations entre les Premières Nations et l'État. De 1850 à 1854, 14 traités sont signés pour que les premiers Autochtones cèdent les terres nécessaires à la colonie autour de divers postes de la CBH. Ce qui résulte la Fondation et la Colombie-Britannique en 1859. De 1871 à 1921, plusieurs autres traités ont été conclus pour objectif de satisfaire aux exigences imposées par le transfert et de protéger la souveraineté du Canada. En résumé, plusieurs traités de loi ont été adoptés pour favoriser le développement des colonies britanniques. En 1876, l'acte des Sauvages, qui est maintenant devenu la loi sur les Indiens, est la fusion de toutes les lois précédentes, qui donne droit au ministre fédéral des Affaires indiennes d'intervenir sur les questions relatives aux bandes et prendre les décisions et d'autres responsabilités comme l'argent, le contrôle des substances illégales, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la perte des territoires. Depuis le début, il y a beaucoup de désaccords les Autochtones et les Européens car les peuples colonisateurs n'ont jamais reconnu le droit à la souveraineté et le droit territorial du peuple autochtone. Les Européens n'ont pas respecté les nombreux traités, ce qui explique la tension car les peuples autochtones résistaient aux lois qui détruisaient leur structure sociale et politique. Exemple, le sort
Le sort des pensionnaires démontre l'injustice du Canada envers ses peuples autochtones. Dans les années 1883, le gouvernement a accordé la priorité aux pensionnats pour civiliser ces jeunes. Dans les pensionnats, ils devaient fournir la même éducation que les écoles canadiennes. Mais malheureusement, dans ces écoles, on retrouvait beaucoup d'agressions sexuelles et d'attouchements envers les jeunes enfants. Ceux qui, plus tard, ont eu des gros effets sur certains. Ils gardaient le tout pour eux et tombaient dans l'alcool, la drogue et certainement dans la dépression. À présent, moi et M. Mark Stroll, nous allons parler de quelques statistiques qui représentent l'actualité et la réalité des Amérindiens d'aujourd'hui. Certainement. Les Amérindiens vivent dans les réserves. Qui vivent dans les réserves ont une limite de droit de possession ou d'occupation, donc ils n'ont pas le droit de posséder nécessairement ce qu'ils veulent. Contrairement aux municipalités où l'on décide ce qu'on veut posséder, comme par exemple un commerce ou une compagnie. Mais vu que ces droits sont restreints, ils partent leur propre compagnie, habituellement de cigarettes, car aucune porte s'ouvre à eux. De plus, nous croyons que ceci ne les aide pas, car les statistiques démontrent que beaucoup de familles, 44%, sont composées de 5 personnes et plus. Elles démontrent aussi que les nations amérindiennes ont un niveau de scolarité moyen, probablement car elles n'ont pas d'argent, une autre conséquence du fait qu'ils ne peuvent pas posséder leur compagnie pour engendrer plus d'argent. Autant chez les nations autochtones que dans les municipalités, le taux de chômage des femmes est plus grand que celui des hommes de leur même classe. Cependant, chez les hommes vivant dans les réserves, ce pourcentage s'élève à plus que le double de celui des femmes canadiennes d'origine différente, avec un taux de 31,8 %. Si nous parlons maintenant du revenu moyen, les hommes autochtones voient un salaire équivalent à presque la moitié d'un Canadien normal, qui a un revenu d'environ 21 000 $. Du côté des femmes, l'écart n'est pas aussi grandiose, mais une Amérindienne obtient en moyenne 8 800 $. Les Autochtones de réserve ne voient aussi pas l'application d'impôts sur leur salaire, ce qui explique un revenu moyen inférieur à quelqu'un vivant à l'extérieur d'une réserve. En cause des biens non saisissables des Amérindiens, les banques leur refusent l'accès au crédit, à la consommation et donc au droit d'avoir une carte de crédit, ce qui de nos jours s'avère un moyen d'achat très utile. Les Autochtones vivant dans les réserves n'ont aucune taxe à payer comme la TVS et la TVQ. Sur l'occupation de leur propriété, la possession de biens, ainsi, aucune vente dans les réserves ne voit l'application de taxes. Les taxes municipales et scolaires sont aussi inexistantes. Maintenant, moi et M. Markstrom, nous allons parler de quelques moyens que nous croyons qui peuvent s'avérer utiles pour aider la situation de ces peuples. Oui. En fait, un des moyens serait d'ouvrir une université pour ainsi permettre d'avoir un plus grand choix d'emploi pour les personnes qui vivent dans les réserves. On croit aussi que la scolarité devrait être obligatoire pour tous les jeunes en bas de 16 ans, ce qui aiderait au décrochage, ce qui aiderait à éviter le décrochage scolaire. Je crois également que les biens devraient devenir saisissables car les banques leur offriraient un accès au crédit, ce qui permettrait aux Amérindiens de pouvoir se procurer des biens qui peuvent leur être très utiles pour continuer de vivre. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté ce reportage. C'était Mark Stroll, Bernard Valcourt et les représentants des populations inuites, amérindiennes et du mouvement Edo No More. Merci beaucoup. Et à la prochaine.